L'automne enveloppait Paris d'un manteau ocre et silencieux. Les feuilles mortes dansaient sur les trottoirs de Montmartre, et un vent discret soulevait l'air avec une tristesse douce et persistante. C'était une de ces journées où même la lumière semblait porter le poids du chagrin. Julien Morel, silhouette imposante au complet noir parfaitement taillé, avançait lentement parmi les allées du cimetière. À ses pieds, le gravier crissait avec retenue, comme pour respecter sa douleur. Depuis 2 ans, Julien venait chaque semaine, toujours au même jour à la même heure, 3 heures de l'après-midi le dimanche. Il n'avait jamais manqué un seul rendez-vous. La tombe de Clara, sa fille unique, reposait au pied d'un vieux cyprès, gravé de lettres dorées sur une pierre claire. « Clara Morel, lumière de nos vies », disait l'épitaphe. Julien restait souvent de longues minutes debout, immobile, comme pétrifié par une absence que le temps ne rendait pas plus supportable. Puis il s'agenouillait, effleurait la pierre de ses doigts tremblants, et déposait toujours la même fleur, une rose blanche. Clara avait disparu 2 ans auparavant lors d'un voyage en mer avec des amis sur la côte d'Azur. Leur bateau avait été retrouvé échoué, détruit par une tempête soudaine. Les corps de ses compagnons avaient été repêchés, mais pas celui de Clara. Après des semaines de recherche, les autorités avaient conclu à une noyade. Julien, brisé, avait accepté l'évidence que personne ne voulait admettre tout haut. Sa fille était morte, mais l'absence de corps avait laissé une faille, un vide sans contour plus cruel que n'importe quelle certitude. Depuis ce jour, Julien avait tout arrêté. Les affaires, les voyages, les soirées mondaines, les conférences internationales. Son empire hôtelier tournait sans lui, dirigé par des associés de confiance. Il s'était reclus dans son appartement de l'avenue Foch, une forteresse de silence et de souvenirs. Seuls ses rares déplacements au cimetière et quelques promenades nocturnes témoignaient d'une vie encore en mouvement. Ce dimanche-là, comme tous les autres, Julien se tenait devant la tombe de Clara. Il avait les yeux rouges, la mâchoire crispée. Dans ses mains, une photo ancienne. Clara enfant, les bras enroulés autour de son cou, riant aux éclats. Il la fixait avec une intensité presque douloureuse, comme s'il cherchait à réveiller quelque chose dans son propre cœur gelé. Il murmura quelques mots indistincts, des bribes d'excuses, des promesses qu'il n'avait pas su tenir. Puis il baissa la tête, vaincu. Les passants évitaient de croiser son regard. Julien Morel était connu, même sans sa célébrité. Son deuil était devenu presque une légende silencieuse dans le quartier. On parlait de lui comme d'un homme qui avait tout perdu, y compris lui-même. Mais ce que Julien ignorait, c'est que ce jour-là, quelqu'un l'observait. À quelques mètres de là, dissimulée derrière une haie de cyprès, une jeune fille fixait la scène avec une intensité étrange. Elle avait environ 12 ans, un manteau trop grand pour elle et des yeux clairs, perçants. Elle tenait quelque chose dans ses mains, une petite cordelette colorée tressée en forme de bracelet. Elle semblait hésiter, triturant nerveusement l'objet entre ses doigts. Julien ne la vit pas. Il se redressa lentement, épousseta son pantalon, s'apprêtant à repartir. C'est alors que la fille fit un pas en avant, sans bruit, toujours dissimulé. Elle l'observa longuement, puis recula d'un geste vif, comme prise de panique. Elle disparut dans un recoin du cimetière, laissant le vent effacer ses traces. Julien sentit soudain une présence, tourna brièvement la tête, mais ne vit rien. Il soupira, attribua cela à sa fatigue ou à son imagination. Le deuil rendait l'esprit sensible aux fantômes. Il rangea la photo dans sa veste, caressa une dernière fois la pierre tombale et fit demi-tour. À ses pieds, un petit objet brillait faiblement entre les graviers, un bracelet coloré. Julien le ramassa machinalement. Il le regarda sans comprendre, fronça les sourcils. Il lui rappelait quelque chose. Il le glissa dans sa poche et s'éloigna, sans se douter que ce geste venait de réveiller une histoire qu'il croyait enterrée à jamais. Le lendemain matin, Paris s'éveillait lentement sous un ciel gris et humide, encore alourdi par les brumes de la veille. Julien Morel, quant à lui, ne s'était pas levé de son lit. Il avait passé la nuit à tourner dans ses draps, incapable de trouver le repos. Il revoyait sans cesse ce petit bracelet tressé qu'il avait ramassé devant la tombe de Clara. Il l'avait laissé sur sa table de chevet, incapable de se résoudre à le jeter. Quelque chose dans sa texture, sa simplicité naïve, avait éveillé en lui une réminiscence. Clara, toute petite, avait un jour fabriqué un objet similaire, qu'elle avait insisté pour qu'il porte à son poignet pendant une semaine entière. Ce souvenir, enfoui depuis longtemps,
avait ressurgi brutalement. Il se leva finalement vers 9 heures, attrapa distraitement une tasse de café sans y goûter. Dans sa grande cuisine silencieuse, l'écho de ses pas sur le carrelage semblait l'encercler. Il ouvrit le tiroir, prit le bracelet, l'observa longuement. Puis il décida de retourner au cimetière. Lorsqu'il arriva à Montmartre, il n'y avait presque personne. Quelques jardiniers ratissaient les allées, un couple d'amoureux marchait lentement entre les tombes, absorbés dans leur conversation. Julien retourna à l'endroit exact où il avait trouvé le bracelet. Rien n'avait changé, mais il sentit aussitôt que quelqu'un l'observait. Il leva les yeux. Là-bas, à l'orée des arbres, se tenait une silhouette. Une jeune fille, encore. Elle semblait hésiter, comme la veille. Ses mains tripotèrent les manches de son manteau trop grand. Lorsqu'elle vit qu'il l'avait repérée, elle fit un pas en arrière. « Attends !» lança Julien, sans hausser la voix, mais avec une autorité naturelle. Elle resta figée. Puis, dans un élan soudain, elle cria « Monsieur, votre fille, elle n'est pas morte, je sais où elle est !» Julien resta figé. Le vent semblait s'être arrêté. Ses oreilles bourdonnaient. Il n'avait pas rêvé. Il avait entendu chaque mot, clairement. Et cette voix tremblante et pourtant déterminée. Mais déjà, la fille avait tourné les talons. Elle s'élança entre les pierres tombales, agile comme une ombre, fuyant à toute vitesse. Julien tenta de la suivre, cria encore, mais elle disparut derrière une haie. Il accéléra le pas, tourna dans une allée latérale, mais ne trouva qu'un portail entrebâillé donnant sur une ruelle. La jeune fille s'était volatilisée. Il resta un moment là, les mains sur les genoux, le souffle court. Sa gorge était sèche. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas le fruit de son chagrin. Une enfant venait de lui dire que Clara était en vie. Et elle avait fui, comme si elle avait peur de ce qu'elle venait de révéler. Revenu à l'endroit initial, Julien examina à nouveau le sol. Rien, sauf une trace de pas légère dans la terre humide. Il regarda autour de lui. Un vieux gardien s'approchait, balai à la main. Julien l'interpella. « Vous avez vu une jeune fille, environ 12 ans, manteau gris, cheveux bruns, courir par ici ?» Le gardien haussa les épaules. « Il y a souvent des enfants qui traînent, monsieur. Mais personne de ce genre ce matin. Peut-être une visiteuse, une élève en sortie scolaire. On ne peut jamais savoir. » Julien ne répondit pas. Il remercia d'un signe de tête et quitta le cimetière, son esprit en ébullition. Il se rendit immédiatement dans un café discret, non loin de là. Il prit un bloc-notes, commença à griffonner, description de la fille, l'heure exacte de l'apparition, les mots qu'elle avait criés, le bracelet, la direction de sa fuite. Puis il passa 2 appels. Le premier à son assistant personnel, pour qu'il contacte une agence de sécurité privée. Le second, à un vieil ami dans la police, maintenant en disponibilité, mais toujours bien informé. Dans l'après-midi, Julien reçut déjà des retours. Aucun enregistrement de vidéosurveillance ne montrait une fille correspondant à la description entrant ou sortant du cimetière dans la tranche horaire en question. Mais les caméras du quartier ne couvraient pas toutes les ruelles, et certaines étaient hors service. L'enfant semblait avoir choisi ses mouvements avec soin. Julien se mit à douter à nouveau. Était-ce un canular cruel? Une illusion? Mais comment expliquer ce qu'elle avait dit? Et pourquoi ce bracelet? Chez lui, il relut des lettres de Clara, fouilla de vieilles boîtes à souvenirs, cherchant des indices, des correspondances. Il retrouva dans une boîte à bijoux un bracelet semblable, usé, fait de fils de laine colorés. C'était celui que Clara lui avait offert à l'âge de 8 ans. Il le plaça à côté de celui trouvé au cimetière. Les couleurs, la manière de tresser, la finition, tout y ressemblait étrangement. Pas identique, mais très proche, comme une copie réalisée des années plus tard par quelqu'un qui avait vu l'original. Julien ressentit une douleur sourde au creux du ventre. Et s'il s'était trompé? Et si Clara n'était pas morte? Et si tout ce qu'il avait vécu n'avait été qu'une illusion tragique, une vérité bancale construite sur une absence de preuves? Le doute, insidieux, s'installa. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il fit venir un détective privé dès le lendemain, lui remit le bracelet, la description de la fille, les circonstances précises. Il exigea la plus grande discrétion. Pendant ce temps, Julien revint chaque jour au cimetière, toujours à la même heure, espérant la revoir. Il resta parfois des heures, assis sur un banc à scruter les allées, le souffle suspendu, mais elle ne revint pas. Une semaine passa, puis 2. Les enquêteurs ne trouvaient rien, aucun signalement correspondant,
Aucun dossier d'enfant disparu ou fugueur correspondant à sa description. Le directeur du cimetière n'avait rien vu. Les commerçants autour non plus. Julien commençait à perdre espoir. Jusqu'au jour où, en revenant chez lui, il trouva glissé sous sa porte un papier plié en 4. Il le déplia avec fébrilité. Une phrase écrite à la main, au stylo bleu. « Si vous voulez comprendre, cherchez dans le passé. L'accident n'a jamais été ce que vous croyez. » Aucune signature, rien d'autre. Julien sentit un frisson le parcourir. Le papier tremblait entre ses mains. Ce n'était plus un hasard. Quelqu'un savait. Et cet enfant, cette apparition soudaine, n'était que la première fissure dans un mensonge bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Il s'assit lentement dans son fauteuil de cuir, les yeux fixés sur le papier. Un nom lui revint soudain à l'esprit. Camille. L'inspectrice en charge de l'enquête, autrefois. Elle avait quitté la police peu après la fermeture du dossier. Julien ne l'avait plus revue depuis, mais il se souvenait de son regard. Elle non plus, à l'époque, n'avait jamais été entièrement convaincue. Il se leva, saisit son téléphone. Il était temps de remonter le fil du passé. Non plus pour pleurer Clara, mais pour chercher la vérité. Julien ne sortait plus sans le bracelet dans sa poche. Il le serrait entre ses doigts lorsqu'il marchait dans les rues, comme une encre dans ce monde qui soudain lui échappait. Les paroles de la fille, le mot anonyme glissé sous sa porte, et cette impression persistante que quelque chose de fondamental lui avait échappé, tout cela formait une tension sourde, une attente insupportable. Il ne dormait plus vraiment, mangeait peu, mais son esprit était de nouveau actif, en alerte, comme si l'appel de la vérité avait ressuscité quelque chose en lui qu'il croyait éteint. Il avait confié à son détective privé la mission d'enquêter sur les archives du jour de l'accident. Le rapport officiel de la gendarmerie, les premières communications des secours, les témoignages des amis présents sur le bateau. Il voulait tout revoir. Il exigeait chaque détail, chaque zone d'ombre, chaque décalage. Car désormais, ce que l'on avait présenté comme une conclusion n'était plus, à ses yeux, qu'une hypothèse paresseuse, une histoire que tout le monde avait acceptée trop vite pour éviter de se confronter à l'absence. Les documents commencèrent à arriver. Il les parcourait avec méthode, marquant les points de doute, les zones floues. Une chose l'interpella rapidement. Dans les premières heures suivant la disparition, un hélicoptère avait survolé la zone sans repérer de corps. Seul le bateau avait été trouvé, éventré à la dérive. Un détail qui, à l'époque, semblait confirmer une mort rapide, un corps emporté au large. Mais une phrase dans un témoignage le perturba. Un des sauveteurs avait mentionné dans un rapport préliminaire qu'il avait cru apercevoir une silhouette sur les rochers à une centaine de mètres de l'épave. Cette observation n'apparaissait pas dans le rapport final. Elle avait été retirée, qualifiée de perception incertaine. Julien relut ce passage plusieurs fois. Il souligna les mots, fit une copie. Pourquoi ce détail avait-il disparu? Était-ce une erreur? Une omission volontaire? Il tenta de joindre le sauveteur en question, mais il avait depuis quitté la région, introuvable. Il se heurta à des silences, à des réponses évasives. Plus il insistait, plus il avait l'impression que les pistes se dérobaient sous ses pas. C'était comme essayer d'attraper de la fumée. Il décida alors de faire ce qu'il s'était interdit pendant 2 ans. Retourner dans la maison de campagne de sa famille, là où Clara avait passé tous ses étés, là où ils avaient été heureux. Cette maison, il l'avait laissée fermée, couverte de draps, figée dans le passé. Il arriva en fin de matinée. Le ciel était bas, menaçant. L'air sentait l'humidité et les feuilles en décomposition. En franchissant le seuil, une odeur de renfermé le frappa, mêlée à celle, plus subtile, du bois ancien et de la cire. Il parcourut les pièces lentement, redécouvrant les lieux comme s'il pénétrait dans un musée personnel. Chaque objet semblait parler, chaque recoin respirait la mémoire de Clara. Dans sa chambre, il trouva une boîte à souvenirs qu'elle tenait cachée dans une étagère secrète. Il y avait des lettres, des dessins, de petits objets sans valeur pour le monde, mais précieux pour elle. Au fond, soigneusement pliée, une lettre inachevée adressée à lui. Une lettre d'adolescente en colère, révoltée par une dispute qu'ils avaient eue quelques mois avant l'accident. Elle écrivait qu'elle voulait disparaître, partir loin, qu'on la laisse tranquille. Des mots qui, à l'époque, auraient semblé communs. Mais aujourd'hui, dans ce contexte, ils prenaient une tonalité bien plus troublante. Julien sentit un poids énorme lui écraser la poitrine. Il s'assit au bord du lit de Clara, encore recouvert du couvre-lit qu'elle avait choisi elle-même à 13 ans.
Et il resta là longtemps, les mains sur les genoux, les yeux perdus dans le vide. Quel père avait-il été? Avait-il été trop dur, trop absent? Cette lettre était-elle un cri d'alarme qu'il n'avait pas entendu? La sonnerie de son téléphone le tira de sa torpeur. C'était le détective. Il n'avait pas encore trouvé la jeune fille du cimetière, mais une piste s'ouvrait. Un ancien contact dans la police venait de confirmer que Camille Vernet, l'ex-inspectrice en charge du dossier de Clara, vivait toujours en région parisienne, dans un village en bordure de forêt. Julien n'attendit pas. Il sauta dans sa voiture, quitta la maison sans un regard en arrière et roula pendant plus de 2 heures, traversant les paysages d'automne avec une hâte nerveuse. La maison de Camille était modeste, entourée d'arbres. Une clôture en bois, un jardin en friche, un vieux chien qui aboya à son arrivée. Elle ouvrit la porte après qu'il eut frappé 2 fois. Ses cheveux avaient blanchi, son regard n'avait pas changé. Elle le reconnut aussitôt. « Morel, entrez. » Il entra sans dire un mot. Elle l'invita à s'asseoir, servit du thé sans poser de questions. Ils restèrent un moment en silence, 2 êtres marqués par le temps et les fantômes. Puis Julien parla. Il raconta tout. La fille au cimetière, le bracelet, le mot anonyme, les doutes qui revenaient, les incohérences qu'il avait découvertes. Camille l'écouta attentivement, sans l'interrompre. Lorsqu'il eut terminé, elle se leva, alla chercher une vieille boîte en fer dans un tiroir. « J'ai gardé ça », murmura-t-elle. « Je n'aurais pas dû, mais j'y ai pensé trop souvent pour m'en débarrasser. » Elle lui tendit un dossier. À l'intérieur, une feuille jaunie, annotée au crayon. C'était un rapport jamais rendu officiel, un témoignage reçu 3 jours après l'accident. Une femme anonyme, sans domicile fixe, avait dit avoir vu une fille en larmes, trempée, se faire emmener de force dans une voiture par un couple, non loin de la côte. L'affaire avait été jugée peu crédible, témoin instable, aucun autre élément corroborant. Camille, à l'époque, avait voulu creuser, mais ses supérieurs lui avaient demandé de se concentrer sur les pistes sérieuses. Julien serra le document entre ses mains. C'était une brèche, une faille dans la version officielle. Il sentit le sol se dérober à nouveau sous lui, mais cette fois, ce n'était pas le vide. C'était un début. La fille avait dit vrai. Clara n'était peut-être pas morte. Et s'il existait encore une chance, il allait la saisir coûte que coûte. La route du retour vers Paris semblait plus longue que jamais. Julien conduisait sans musique, les yeux fixés sur l'asphalte, tandis que son esprit voyageait dans un tourbillon de souvenirs et de questions. Le dossier que Camille lui avait remis reposait sur le siège passager, comme une présence silencieuse, lourde de révélations. Ce simple témoignage écarté, ignoré, relégué à une note de bas de page dans une enquête close trop rapidement, remettait tout en question. Une fille d'ampleur, trempée, emmenée de force, et personne n'avait rien voulu voir. Julien avait revu le regard de Camille lorsqu'elle avait évoqué l'affaire. Un mélange de frustration et de culpabilité, comme si elle portait depuis 2 ans le poids d'un dossier inachevé. Elle lui avait confié que même après sa retraite, il lui arrivait encore de rêver à ce soir-là, à l'image floue du bateau brisé sur les rochers, à la mer sombre et aux appels de détresse étouffés par le vent. Elle n'avait jamais cru à une conclusion aussi rapide. Mais les familles endeuillées veulent des réponses, les supérieurs veulent des rapports bouclés, les médias veulent des drames nets et résolus. Et dans le silence qui suit la tempête, la vérité se noie parfois dans l'oubli. De retour chez lui, Julien s'enferma dans son bureau et étala tous les documents sur une grande table en bois. Il organisa les éléments comme un puzzle. Le bracelet, la lettre retrouvée dans la chambre de Clara, le témoignage écarté, le mot glissé sous sa porte, les incohérences dans le dossier initial. Une image commençait à émerger, encore floue, mais assez solide pour qu'il sente qu'il n'était plus dans l'illusion. Il prit une feuille blanche et traça une ligne du temps. Chaque détail était une balise. Il devait suivre ce fil méthodiquement, comme on suit un sentier étroit à travers une forêt dense. Il contacta de nouveau Camille, lui demanda de l'aider à reconstituer le déroulé exact des heures suivant l'accident. Ils passèrent des heures au téléphone, comparant les horaires, les témoignages, les mouvements des secours. Un fait sauta aux yeux. Il y avait une fenêtre de 2 heures entre le moment où le bateau avait été signalé en détresse et l'arrivée effective des secours. 2 heures durant lesquelles, théoriquement, n'importe quoi aurait pu se passer. 2 heures pendant lesquelles Clara aurait pu être repérée, secourue ou capturée
sans que personne ne le sache. Un oubli, une négligence, ou pire, un silence volontaire. Julien commença à s'intéresser à la zone autour du lieu de l'accident. Il se rappela que des habitations isolées bordaient la côte, des villas, des maisons secondaires, parfois inhabitées, parfois occupées à l'écart des regards. Il engagea un enquêteur local pour faire une vérification de ces propriétés, chercher des mouvements inhabituels, des changements de propriétaires, des départs soudains après l'accident. Après plusieurs jours, un élément ressortit. Une maison située à environ 2 km du lieu du naufrage avait été vendue discrètement 6 mois après l'accident par un couple sans enfants. Selon le voisinage, ils étaient arrivés là quelques jours avant le drame et avaient quitté les lieux précipitamment sans explication. Julien sentit un frisson parcourir son dos. Le rapport de Camille mentionnait un couple. Le voisin interrogé par l'enquêteur local avait décrit des gens discrets, parlant peu, ne recevant aucune visite. Ils sortaient peu, mais une voisine avait affirmé avoir aperçu une silhouette de jeune fille à l'une des fenêtres, toujours seule, jamais dehors. Rien ne prouvait qu'il s'agissait de Clara. Mais c'était une piste tangible, une piste que personne n'avait jamais explorée. Julien demanda à l'enquêteur de retrouver ce couple. La vente avait été faite par une agence offshore. L'adresse fournie à l'époque n'était plus valide. Une véritable traque commença. Il fallait remonter la chaîne, interroger les anciens employés de l'agence immobilière, vérifier les paiements, les traces bancaires. Julien n'était pas un détective, mais il savait comment suivre l'argent. Il avait construit son empire sur cette capacité à lire entre les lignes d'un bilan, à flairer les intentions cachées dans les flux financiers. Pendant ce temps, le souvenir de Clara devenait plus présent que jamais. Julien retrouvait des objets, des photos, des messages vocaux qu'il avait refusé d'écouter jusqu'à présent. La voix de sa fille, vive, rieuse, impertinente, le hantait. Il repensait à toutes les fois où il avait été trop occupé, trop distant, absorbé par ses affaires, alors qu'elle tentait de capter son attention. Le bracelet retrouvé au cimetière n'était plus seulement un indice, c'était un symbole. Celui d'un lien qui n'avait jamais été rompu. L'enquête avança. Une des pistes financières révéla un compte ouvert au nom d'une association caritative dans le sud de la France. Ce compte avait reçu des virements réguliers d'un des anciens comptes liés à l'achat de la maison abandonnée. L'association existait toujours, bien que modeste. Elle s'occupait de projets éducatifs pour enfants en difficulté, organisait des séjours pour jeunes dans des villages ruraux. Julien fit le lien immédiatement. Une association, une activité avec des enfants, une couverture idéale pour cacher une vérité. Et si la fille du cimetière y avait participé? Et si c'était là qu'elle avait croisé Clara? Il fit appel à ses contacts pour obtenir les listes des volontaires, les lieux de séjour, les dates. Cela prit plusieurs jours, mais une mention apparut dans un rapport. Un groupe avait visité un village du Vaucluse, Ségurette, quelques mois auparavant. Et parmi les bénévoles, une certaine Élise Mounier, 12 ans. Julien bondit de sa chaise, il avait un nom. Il lança immédiatement une recherche sur Élise. Elle vivait dans un centre d'accueil aux abords de Paris, un foyer pour mineurs sans famille. Il n'attendit pas. Le lendemain, à la première heure, il était devant les grilles du centre. Il demanda à parler à la direction, présenta son identité, expliqua qu'il voulait simplement remercier une jeune fille. La directrice, méfiante mais impressionnée par la sincérité de son regard, accepta de faire venir Élise. Lorsqu'elle entra dans la pièce, Julien la reconnut immédiatement. La même petite silhouette, les mêmes yeux clairs, le même air méfiant. Elle resta debout, bras croisés, prête à fuir si nécessaire. Julien ne dit rien pendant quelques secondes. Puis, calmement, il sortit le bracelet de sa poche et le posa sur la table. « Tu l'as laissé tomber, au cimetière. Pourquoi m'as-tu dit que ma fille était en vie ?» Élise baissa les yeux. Elle semblait peser ses mots. Puis elle murmura, presque inaudible, « Parce que je l'ai vue, pas ici, là-bas, à Ségurette. » Julien sentit le monde basculer une fois de plus, mais cette fois il savait. Ce n'était pas une illusion, ce n'était plus un doute, c'était un début de vérité. Assis dans la petite salle administrative du foyer, Julien fixait Élise comme s'il tentait de deviner la vérité dans chaque battement de ses paupières, chaque inflexion de sa voix. La jeune fille ne semblait pas effrayée, seulement sur la défensive, comme quelqu'un qui a trop souvent été ignoré ou trahi pour encore accorder sa confiance facilement. La directrice avait quitté la pièce pour leur laisser un moment, mais avait précisé qu'elle ne pouvait pas permettre à Élise
de quitter l'établissement sans autorisation judiciaire. Julien hocha la tête, concentré sur ce que la fillette venait de lui dire. « Tu es sûr de ce que tu as vu? Tu ne la confonds pas avec quelqu'un d'autre? Elle a changé ?» demande-t-il, le ton bas, maîtrisé, malgré l'angoisse dans sa poitrine. Élise répondit sans hésiter. Elle s'appelait Anna, là-bas. Mais ce n'est pas son vrai nom. Je le savais dès que je l'ai vue. Ce n'est pas juste à cause du visage. C'est... je ne sais pas comment dire. Elle avait quelque chose dans sa façon de parler, de bouger, comme si elle n'était pas d'où elle prétendait venir, comme si elle jouait un rôle sans y croire. Julien sentait son souffle se raccourcir. Ce prénom, Anna, lui était inconnu, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était ce sentiment que décrivait Élise, ce mélange d'instinct et d'observation précise. Il avait en face de lui une enfant qui avait vu, écouté, mémorisé. Et cette mémoire, si elle disait vrai, pourrait bien le conduire jusqu'à Clara. Élise poursuivit son récit. Il y a 1 an, elle avait fait partie d'un petit groupe de jeunes envoyés en séjour solidaire dans le Vaucluse. Ils devaient aider une communauté rurale à remettre en état une vieille bibliothèque, organiser des ateliers pour les enfants du coin, participer à des activités agricoles. Le village s'appelait Séguret. C'est là qu'elle avait croisé Anna, une adolescente un peu plus âgée qui vivait à l'écart dans une maison isolée en haut d'une colline avec un couple étrange. Ils ne parlaient presque jamais aux autres, n'assistèrent pas aux événements communs, ne participèrent pas aux offices du village, ni aux fêtes. La fille semblait toujours absente, perdue, mais pas malheureuse. Seulement figée. Julien prenait des notes mentalement. Chaque détail devenait un indice potentiel. Il questionna Élise davantage sur ce couple. Elle secoua la tête. Je ne sais pas leur nom. Personne ne nous disait rien. Mais la dame s'appelait Mireille, je crois. Elle disait que c'était sa fille, mais on aurait dit qu'elle n'en était pas sûre elle-même. La fille la regardait comme une étrangère, toujours en silence. Puis, Élise ajouta quelque chose qui glaça Julien. Un jour, elle m'a demandé ce que ça voulait dire. Appartenir à quelqu'un. Juste comme ça, pendant qu'on peignait une barrière. Je lui ai dit que personne n'appartient à personne. Elle a souri, et elle m'a dit « Tu crois ça, toi ?» Julien ferma les yeux un instant, luttant pour ne pas laisser sa colère prendre le dessus. Tout dans ce récit sentait l'enfermement, la manipulation. Et Clara, ou celle qui s'appelait Anna, semblait vivre dans une bulle figée, hors du monde. Le souvenir du témoignage écarté par Camille revenait en écho. Une fille enlevée, cachée, peut-être reconditionnée pour oublier son passé. Il ne comprenait pas encore le pourquoi, mais le comment devenait chaque fois plus clair. Il remercia Élise, lui promit qu'il reviendrait la voir. Elle le fixa longuement avant de lui dire, avec une maturité qui le surprit, « Si elle est votre fille, il faut l'aider doucement. Elle ne sait peut-être même pas qu'elle est perdue. » Julien sortit du foyer avec un mélange de peur et de certitude. Il retourna chez lui et passa la nuit à préparer son voyage. Il n'était plus question d'attendre que d'autres trouvent des réponses pour lui. Il devait voir ce village de ses propres yeux, sentir l'atmosphère, parler aux gens, observer. Il réserva un vol pour Avignon, puis loua une voiture pour se rendre à Séguret. 2 jours plus tard, il traversait les paysages de vignes et de collines du sud de la France, le cœur battant. Séguret se révéla être un village minuscule, suspendu entre ciel et terre, avec ses ruelles pavées, ses maisons en pierre, son silence apparent. Mais derrière cette tranquillité, Julien sentait quelque chose de feutré, comme si tout le monde regardait sans voir, savait sans parler. Il s'installa dans une petite auberge. Lorsqu'il évoqua le couple qui vivait dans la maison en hauteur, on lui répondit avec un haussement d'épaules. Oui, ils avaient vécu là. Non, ils ne venaient plus. Ils étaient partis il y a quelques mois, sans dire pourquoi. Des gens réservés, disaient certains. Bizarres, disaient d'autres, mais pas dangereux. Ils avaient accueilli une fille, oui, une adolescente qui ne parlait presque jamais. Une voix cependant se distingua du lot, celle de Monsieur Lemoine, un ancien professeur à la retraite, qui tenait une petite librairie improvisée dans le village. Elle venait souvent lire ici, en silence, toujours seule. Elle ne parlait pas de son passé, et elle ne répondait pas quand on lui demandait son nom complet. Je lui ai demandé une fois ce qu'elle voulait faire plus tard. Elle m'a dit « Je veux comprendre pourquoi je suis ici ». Julien passa plusieurs heures avec lui. Il apprit que la fille avait quitté le village avec le couple un matin d'été, sans prévenir. Ils avaient emporté quelques affaires et n'étaient plus jamais revenus.
Il n'y avait pas de traces, pas d'adresse. Mais Monsieur le moine se souvenait d'une chose. L'adolescente dessinait souvent. Elle laissait parfois ses carnets à la bibliothèque. Julien demanda à voir s'il en restait un. Ils montèrent à l'étage. Le moine fouilla dans une armoire, puis tendit à Julien un cahier à spirale un peu abîmé. Julien l'ouvrit lentement. Ce qu'il vit le coupa net dans son élan. Des dessins d'un réalisme naïf, mais d'une charge émotionnelle indiscutable. Une grande maison de campagne entourée d'arbres, un chien au pelage noir et blanc dormant sur un tapis, une femme blonde, de dos, tenant une tasse près d'une fenêtre. Et au centre, un dessin d'un homme assis sur un banc, dans un cimetière, une rose blanche à la main. Julien sentit ses genoux faiblir. Ces lieux, ces scènes, elles venaient de la vie de Clara. Personne d'autre ne pouvait les avoir dessinées. Elle se souvenait. Même si on lui avait donné un autre nom, même si on avait tenté d'effacer son passé, quelque chose en elle avait résisté. Et ce quelque chose s'était exprimé par le seul moyen encore libre, le dessin. Il referma lentement le carnet, le cœur battant à en rompre. Ce n'était plus une hypothèse, ce n'était plus un doute, c'était une certitude. Clara était en vie, elle se souvenait, et quelqu'un, quelque part, l'avait retenue prisonnière d'une vie qui n'était pas la sienne. Dans les jours qui suivirent la découverte du carnet de dessin, Julien retourna à Paris avec un mélange complexe d'émotions. L'image de ces pages griffonnées hantait ses pensées. Les paysages, les visages, les souvenirs ancrés dans le papier, comme les derniers signaux d'une mémoire retenue dans l'ombre. Il tenait ce cahier comme un fragment de vie sauvé du naufrage. Mais une autre présence, désormais, l'obsédait presque autant que celle de sa fille, Élise. Sans elle, rien n'aurait été possible. Sans ses mots, son regard, sa mémoire précise, Julien n'aurait jamais quitté la certitude amère du deuil pour entrer dans ce labyrinthe de vérité. Il se rendit de nouveau au foyer où la jeune fille vivait. La directrice, cette fois, l'accueillit avec plus de chaleur. Il avait été discret, respectueux et surtout, il avait tenu parole. Il était revenu. Élise descendit les escaliers lentement, toujours méfiante, mais sans fuir. Julien lui tendit le carnet. Elle le feuilleta en silence, puis hocha doucement la tête. « C'est elle, murmura-t-elle. Je reconnais ses dessins. Elle les faisait parfois le soir, quand on était censé dormir. » Julien l'observa, impressionné. Cet enfant de 12 ans avait une maturité peu commune, forgée par les circonstances, aiguisée par l'abandon et l'observation. Il lui demanda si elle connaissait d'autres choses, d'autres détails. Mais Élise était honnête. Elle n'en savait pas plus. Tout ce qu'elle avait compris, elle l'avait déduit de gestes, de silences, de regards. Julien lui posa alors une question plus personnelle. « Et toi, Élise, pourquoi étais-tu là, à Montmartre, ce jour-là? Pourquoi m'as-tu observé? Pourquoi m'avoir parlé, toi, précisément ?» Elle leva les yeux vers lui sans détour. « Parce que je suis curieuse. J'aime écouter les histoires des autres. Je vais souvent au cimetière. Pas pour voler ni pour faire peur, juste pour observer. On n'y trouve plus de vérité que dans beaucoup d'autres endroits. Et puis, j'ai entendu ton nom une fois à la télé. Alors, quand j'ai reconnu la tombe, j'ai écouté, et j'ai compris que tu étais son père. » Elle marqua une pause. « Je crois que j'ai juste pensé que personne d'autre ne t'aiderait à chercher. Et moi, j'avais vu quelque chose que les autres n'avaient pas vu. » Julien resta un instant silencieux. Elle avait raison. Personne ne l'avait aidé, même ceux qui auraient dû. Même lui, il s'était résigné trop vite. Il la remercia. Non pas d'un remerciement banal, mais d'un silence sincère, respectueux, comme on remercie quelqu'un d'avoir redonné de l'air à un noyé. Dans les jours suivants, Julien se rapprocha du foyer. Il commença à s'informer sur Élise, sur son parcours, ses origines. Il découvrit qu'elle avait été placée là, à l'âge de 9 ans, après avoir été retrouvée seule dans un appartement abandonné, sans parents identifiés. Aucun dossier de naissance clair. Aucune trace de famille. Élise était devenue aux yeux de l'administration une enfant sans histoire, mais elle en avait une. Simplement, personne n'avait jamais pris le temps de l'écouter. Il se lia progressivement avec elle, sans promesse, sans tentation de la sortir de là à la hâte. Il venait la voir, lui apportait des livres, lui parlait de ses recherches. Elle s'intéressait à tout, posait 1000 questions, notait des détails. Julien comprit vite qu'elle avait une mémoire exceptionnelle. Pas photographique au sens strict, mais une manière unique de mémoriser ce qui semblait insignifiant aux autres. Un mot prononcé entre deux portes,
un détail dans une pièce, une expression sur un visage. Il commença à lui parler plus franchement de Clara. Pas comme on parle à une enfant, mais comme on parle à quelqu'un qui a prouvé qu'il pouvait entendre la vérité. Il lui expliqua ce qu'il savait du couple, de la maison à Séguret, des documents financiers, du dessin du cimetière. Elle écoutait tout, prenait parfois des notes. Puis un jour, alors qu'il lui montrait une carte des environs de la région sud, elle posa le doigt sur une zone de montagne, en silence. Ils ont parlé de là, une fois, pas longtemps. La dame, Mireille, elle a dit « On ne retournera jamais en Corse ». L'homme la regardait avec colère, puis ils ont changé de sujet. Mais je m'en souviens. Julien la fixa, interdit. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête. « Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai entendu ça. Et je crois que ça les faisait peur. La Corse. » Julien sentit un vertige. C'était une piste concrète. Une île, une zone difficile à surveiller, propice à la discrétion. Il fit immédiatement des recherches. Il retrouva la trace d'une organisation associative liée aux dons bancaires qu'il avait suivis auparavant. Une antenne secondaire située à Corte, dans les montagnes corses. Officiellement, elle s'occupait de jeunes en rupture scolaire. En réalité, elle recevait des fonds depuis la même source que l'achat de la maison de Séguret. Il n'en fallait pas plus pour le convaincre. Julien prépara son voyage. Mais avant de partir, il fit une promesse à Élise. Pas de ces promesses faciles, une vraie. Il lui dit qu'il reviendrait, qu'elle aurait une place dans sa vie, pas comme une dette, pas comme une obligation, mais parce qu'il voulait qu'elle en fasse partie. Elle haussa les épaules, avec une pudeur d'enfant qui a appris à ne pas espérer trop fort. Puis elle ajouta « Si vous la trouvez, dites-lui qu'elle n'a jamais été vraiment seule. » Julien quitta Paris pour la Corse avec une conviction plus profonde encore. Il ne savait pas ce qu'il trouverait, ni dans quelles conditions. Mais grâce à Élise, le silence avait été brisé. Grâce à elle, une voix éteinte avait recommencé à parler. Et cette voix, il était prêt à l'écouter, jusqu'au bout. Julien conduisit jusqu'au foyer d'Élise, dans un silence presque solennel. Le trajet depuis Paris avait pris moins de 2 heures, mais son esprit avait bouillonné toute la durée du voyage. Il avait révisé tous les documents, relu les dessins, repensé à chaque mot d'Élise et préparé mentalement sa rencontre. En arrivant, il fut accueilli par la directrice qui l'invita dans un petit bureau lumineux. Il reconnut l'enfant dès qu'elle entra. Même taille frêle, manteau trop grand, regards acérés. Elle le salua d'un signe discret. Il s'installa enfin en face d'elle. « Merci d'être venu, dit-il calmement. J'aimerais que tu m'aides à comprendre ce que tu sais. »« Je veux bien, répondit Élise d'une voix posée. Mais je ne sais pas tout. Et puis, je ne suis pas sûr que ce que j'ai dit soit exact. » Julien hocha la tête. Il posa sur la table les cahiers de dessin, le bracelet coloré et le carnet trouvé à Séguret. Il regarda l'enfant droit dans les yeux, sans pression, mais avec détermination. « Ces objets existent pour une raison. Ton récit existe pour une raison. Je ne suis pas ici pour te juger. Je suis ici pour apprendre. » Élise l'écouta un moment, les mains serrées sur ses genoux. Puis, elle prit une grande inspiration. « Quand j'étais à Séguret avec le groupe, j'ai parlé à la fille qu'ils appelaient Tana. On ne savait rien d'elle au début. On voyait juste qu'elle restait à l'écart. Un jour, je suis arrivé pendant que le couple refaisait le toit de leur maison. Je portais un plateau avec des tasses pour tout le monde. Elle était debout derrière la fenêtre et elle me regardait. Elle tenait quelque chose dans la main, un vieux carnet, je crois. Elle a fermé la fenêtre quand elle m'a vu. Je me suis arrêté un instant. Elle avait l'air ailleurs. Et je crois que ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas une visite normale. Julien fronça les sourcils, se pencha vers elle. « Tu as dit que tu l'avais vue en train d'être emmenée, non ?»« Oui, un soir. On faisait un feu près du village. Elle est sortie seule, j'ai voulu l'accompagner, mais le couple l'a rappelée. Ils ont dit qu'elle devait rentrer. Elle est rentrée sans me regarder. Puis, quelques jours après, ils sont partis. Et elle est partie avec eux. » Julien nota chaque mot. Il n'interrompait pas. Il ne posait pas de questions au hasard. Il la laissait parler. « Est-ce que tu as parlé à ce couple ?»« Non, on ne les voyait pas vraiment. Ils prenaient toujours une voiture tard le soir. Ils rentraient après minuit souvent. Je les ai entendus chuchoter. Le mot « Corse » a circulé. Une fois, j'ai entendu « ils » et « associés ». Voilà tout. Julien sentit un serrement dans sa poitrine. Il avait déjà cette piste. Il s'appuya un peu en arrière. « Bien, merci. Cela suffit pour aujourd'hui. »
Élise hocha la tête, visiblement soulagée que l'entretien prenne fin. Julien se leva. Avant de partir, il posa la main sur son épaule. « Tu es très courageuse. Et si je trouve ta vérité, je trouverai aussi la sienne. »« Promis ?» demanda-t-elle. « Promis. » En quittant le foyer, Julien se sentit à la fois allégé et encore plus déterminé. Il savait que la part la plus difficile venait. Il avait désormais un point de départ. Séguré, le couple, l'adolescente, il avait une complice silencieuse en la personne d'Élise. Il devait maintenant agir. Le lendemain matin, il prit un vol pour Marseille, puis un ferry pour la Corse. Il avait réservé un séjour court, mais il avait prévu tout le matériel. Ordinateur portable, dossier, carte et quelques contacts. Il savait qu'il allait devoir fouiller, interroger, rassembler. Il savait qu'il pourrait faire face à des portes fermées et des silences. Mais il ne se sentait plus seul. La présence d'Élise, même virtuelle depuis Paris, l'accompagnait. Arrivé à Ajaccio, dans l'après-midi, Julien prit une voiture de location et se dirigea vers les montagnes. Il n'y avait pas de panneau ici, l'association. Il suivit les coordonnées trouvées. La route sinueuse montait entre chênes verts et roches rousses. Le paysage lui paraissait immuable, comme si le temps avait figé les secrets dans les falaises. Il arriva finalement à un petit village discret, presque désert à cette heure. Il demanda à un passant si l'association Jeunesse, dont le dossier parlait, existait encore. On lui répondit que oui, mais que plus rien ne se passait là depuis longtemps. « Ils sont partis, monsieur », glissa la voix derrière. Julien descendit dans un chemin de terre. Il arriva devant un bâtiment en pierre au volet clos. Personne. Le silence estompait les bruits. Il fit le tour de la bâtisse. Sur une vieille table devant, une coupe déposée, des feuilles d'activité jaunies. Il entra doucement. Les chaises étaient renversées, l'ordinateur éteint. Il se dit que le temps avait fait son œuvre, mais il trouva des dossiers, des feuilles sur lesquelles figuraient des virements, des noms, des dates. Il reconnut le nom du couple de Séguré parmi les signataires de l'association. Il sentit son pouls s'accélérer. Tout s'emboîtait. Il prit des photos, copia les documents, s'engagea plus loin dans la bâtisse. Il y avait un bureau avec une vitre. Sur le bureau, un carnet semblable à celui trouvé à Ségurette. Il souffla. Il venait de toucher la réalité. Il l'enfonça dans la poche intérieure de sa veste. Il relit les virements, montants modestes mais constants. Une machine discrète. Il sentit qu'il était au bon endroit. Il savait que la fille, peut-être Clara, avait été là, ou avait passé du temps ici. Il poussa la porte d'une pièce à côté, une chambre d'adolescent, même lit simple, même draperie légère, et des dessins accrochés au mur, copiés et lissés. Il s'approcha. Un dessin montrait un navire en feu, un éclat de mer, un visage sombre, comme si la peur avait été photographiée. Julien resta un instant immobile. Il posa une main contre la pierre froide du mur. Il était loin de savoir combien de jours il passerait ici, combien de réponses ou de rejets l'attendaient. Mais pour la première fois depuis 2 ans, le deuil avait cédé la place à la quête. Et dans cette quête, il y avait enfin de la vie. Au cœur des montagnes corses, Julien descendit lentement les ruelles pavées de cortes, la brise légère sifflant entre les maisons aux volets clos. Il était tôt, mais l'air portait déjà la chaleur du jour à venir. Il s'arrêta devant une vieille auberge qu'il avait réservée la veille, sobre, propre, sans prétention. L'accueil fut discret mais cordial. Il ne parla pas beaucoup. Depuis l'arrivée sur l'île, il avait adopté une posture d'observateur, cherchant à capter les nuances d'un territoire qu'il savait propice au silence et au repli. Il passa une grande partie de la journée à explorer les environs du bâtiment qu'il avait visité la veille, l'ancien siège de l'association. Ce lieu à l'abandon apparent recelait pourtant des traces fraîches, un sac de farine ouvert dans une remise, un mégot récent au sol et une nappe propre pliée sur une chaise. Quelqu'un revenait parfois. Quelqu'un entretenait le souvenir sans vouloir être vu. Julien prit des photos, mesura les distances, interrogea un paysan du coin sous prétexte de chercher un terrain à acheter. L'homme, prudent mais pas hostile, parla peu. Il confirma toutefois que des étrangers avaient séjourné là il y a quelques mois, un couple et une jeune, dit-il, en fronçant les sourcils. Ils ne parlaient pas de leur vie, on les voyait rarement. La fille, elle, marchait seule parfois vers le ruisseau. Julien suivit la direction indiquée. Un sentier partait derrière les bois, longeant une ligne de pierre. Il le suivit pendant une 20aine de minutes. Au bout, il trouva un petit abri de fortune.
fait de pierres empilées et de planches. À l'intérieur, rien de vivant. Mais sur l'une des pierres plates, un nom gravé maladroitement dans la roche, Club-Tic. Les lettres s'effaçaient, comme interrompues, ou volontairement effacées. Il s'assit sur une souche, la main sur le front. C'était trop précis pour n'être qu'une coïncidence. Clara avait été là, et probablement pas simplement en vacances. Il sortit son téléphone, photographia l'inscription, repensa au témoignage d'Élise. La jeune fille décrite comme effacée, absente, isolée. Tout s'emboîtait. Il retourna au village avant le coucher du soleil. Ce soir-là, il entra dans un petit bar où quelques habitués jouaient aux cartes. Il commanda un café, écouta sans intervenir. Il savait que dans ces lieux, il fallait du temps. Montrer qu'on était là sans brusquer, sans forcer. C'est seulement au 3e jour qu'un vieux patron du village, nommé Gianni, accepta de lui parler plus franchement. « Vous cherchez quelqu'un, je me trompe ?» demanda-t-il en plissant les yeux. Julien ne mentit pas. Il évoqua brièvement la disparition de sa fille, l'apparition d'indices menant à la région sans citer de nom. Gianni resta silencieux un long moment, puis soupira. « Les gens ici se taisent, pas par méchanceté, par habitude, par prudence. Il y a eu un couple, oui. L'homme s'appelait Luc, la femme Mireille. Ce ne sont pas leurs vrais prénoms, j'en suis sûr. Ils disaient que la fille était leur nièce. Elle ne parlait jamais. Elle vous regardait comme si elle essayait de se souvenir de vous. » Julien sentit un frisson le parcourir. Il demanda s'ils étaient encore dans les environs. Non, ils sont partis il y a 3 mois, une nuit, sans prévenir. Ils ont laissé la maison propre, les clés sur la porte. Mais je sais qu'ils ont pris le ferry vers Bastia, puis sans doute la côte. Marseille, peut-être. Julien le remercia. Avant de partir, Gianni ajouta « Cette fille, elle n'était pas comme les autres. Il y avait une tristesse dans ses gestes, mais pas une tristesse ordinaire. Quelque chose de bloqué, d'éteint. Je pense qu'elle avait oublié qui elle était, ou qu'on l'avait obligée à oublier. » Cette phrase résonna fort. Julien pensa au dessin, à la maison, au carnet, à Élise. Tout indiquait que Clara avait été psychologiquement maintenue dans une zone floue, une sorte de réalité construite de toutes pièces pour l'éloigner de la sienne. Il repensa à la lettre retrouvée dans sa chambre, à ce désir d'effacement, à cette fuite, peut-être exploitée par ceux qui l'avaient récupérée, un vide qu'on aurait comblé en lui proposant une nouvelle vie, une nouvelle identité. Mais il savait que la mémoire ne meurt pas, même quand on tente de l'enterrer. Le lendemain, Julien prit contact avec Camille. Il lui envoya toutes les informations rassemblées, témoignages, photos, inscriptions. Elle répondit rapidement. Elle connaissait un collègue encore actif à Marseille, capable de vérifier les mouvements de passagers sur les ferries. En parallèle, Julien envoya ses propres hommes sur les pistes financières encore ouvertes. Des comptes dormants liés à l'association, des virements récents, toute trace de mouvement d'argent susceptible de relier les noms connus au moindre logement, hôtel, location. Pendant que ses recherches avançaient, Julien retourna encore une fois sur le chemin du ruisseau. Il resta de longues heures près de l'abri, observant les alentours. Il imagina Clara assise là, seule, un carnet sur les genoux, dessinant peut-être une image oubliée de leur maison, ou son chien, ou ce banc du cimetière qu'elle n'avait jamais revu. Il pensa à ce qu'elle avait pu ressentir, à ce que l'on avait pu lui dire pour la convaincre qu'elle appartenait à un autre passé, à une autre histoire. Mais Clara, il en était désormais sûr, n'avait jamais cessé de chercher à se rappeler. Ses dessins étaient des balises, des éclats de conscience. Elle n'avait peut-être pas de mots, pas de souvenirs clairs, mais elle avait encore des images, et ces images suffisaient à prouver qu'elle n'avait jamais été entièrement effacée. En quittant Corte, Julien sentit quelque chose de nouveau l'habiter. Ce n'était plus la peur ni le doute, c'était une forme d'impatience mêlée à une conviction ferme. Clara était quelque part, peut-être proche, peut-être encore hors d'atteinte, mais il n'était plus seul à la chercher. Les traces qu'elle avait laissées, les gens qu'elle avait croisés, même brièvement, avaient tous contribué à construire un chemin vers elle. Et Julien comptait bien aller jusqu'au bout de ce chemin, sans détour, sans repos, sans se laisser arrêter par les murs du silence. Le retour de Julien à Marseille fut silencieux, mais son esprit bourdonnait d'images, de sons, de témoignages qu'il réorganisait sans cesse. Chaque détail pouvait se révéler essentiel, chaque mot pouvait contenir la clé. La Corse avait offert des réponses, mais aussi un nouveau mystère.
Il savait désormais que Clara avait été là, mais elle en était repartie. Il fallait maintenant la retrouver dans l'immensité de la côte méditerranéenne. L'enquête entrait dans une nouvelle phase, plus risquée, plus vaste, mais il n'était plus dans l'attente ou la supposition. Il agissait. À Marseille, il retrouva Camille dans un petit café du Vieux-Port. Elle avait pris un congé exceptionnel pour l'aider. Son ancien collègue de la police portuaire avait pu fournir des données précieuses. Le nom de Mireille, ou plus exactement une identité qui y ressemblait, était apparu sur une liste de passagers du ferry Bastia-Marseille 3 mois auparavant. La traversée s'était faite de nuit et les réservations avaient été réglées en espèces. À bord, un couple et une jeune fille correspondant approximativement à la description avaient été vus par un steward, mais rien n'avait été noté officiellement. Ils s'étaient installés dans une cabine intérieure, n'avaient pas utilisé les services à bord et avaient quitté le navire dans la foule, sans laisser de traces. Julien passa la journée à interroger les employés du port, montra des photos, parla à des dockers, des chauffeurs de taxi, des vigiles. Personne ne se souvenait du couple, mais une caissière d'un petit magasin du terminal reconnut la photo de Clara, ou plutôt de celle qu'elle appelait Anna. Elle se souvenait d'une adolescente au regard vide qui avait acheté des barres de céréales et de l'eau, toujours silencieuse. Elle était accompagnée d'une femme blonde et d'un homme plus âgé, très discret. Ils étaient repartis à pied, direction nord. Julien sentit que le filet se resserrait. Il loua un appartement discret et commença à travailler depuis là. Chaque jour, Camille et lui recoupèrent les informations. Hôtel, location de courte durée, foyer, clinique privée. Julien employa des enquêteurs supplémentaires, fit appel à des analystes pour surveiller les flux financiers dans la région. Puis, un soir, un rapport atterrit sur sa table. Une série de virements bancaires récents, toujours de la même fondation obscure liée au couple, avaient été utilisés pour régler des frais à une ONG discrète, située non loin de Bonifacio. Cette organisation disait s'occuper de jeunes victimes d'accidents, souffrant de stress post-traumatique, amnésie ou réinsertion. Julien sentit immédiatement que cela ne pouvait pas être une coïncidence. Il prit le premier ferry retour vers la Corse. Une fois sur l'île, il conduisit directement vers le sud. L'ONG occupait une grande maison à l'écart, perdue dans les collines, à quelques kilomètres de la mer. Il se présenta comme un mécène potentiel intéressé par leur travail. Il fut reçu par un homme dans la cinquantaine, au sourire aimable, mais prudent. Julien observa les lieux, calmes, propres, surveillés. Il vit quelques jeunes dans le jardin, certains peignant, d'autres lisant ou discutant avec des éducateurs. Il posa des questions générales, laissa entendre qu'il pourrait faire une donation importante. Puis, sans prévenir, il montra une photo de Clara, prise avant l'accident. L'homme eut une réaction imperceptible. Une seconde de trop avant de répondre. Une crispation dans la mâchoire. « Non, désolé. Je ne reconnais pas ce visage. » Julien acquiesça, mais il savait lire les signes. Il remercia, sortit, puis attendit en voiture, garée en contrebas. 1 heure plus tard, il vit une jeune fille sortir discrètement du bâtiment par une porte latérale. Elle marchait lentement, les yeux au sol. Elle portait un pull trop grand et un sac usé. Son visage était plus adulte, plus marqué, mais c'était elle. Julien en était certain. Clara. Il ne bougea pas. Il ne pouvait pas l'aborder brutalement, ni la suivre ouvertement. Il contacta Camille immédiatement, lui demanda de faire jouer ses anciens contacts pour obtenir une intervention en règle, si nécessaire. Puis il appela Élise. « Je crois que je l'ai trouvée. » La voix d'Élise au téléphone trembla d'émotion, mais elle ne posa qu'une question. « Est-ce qu'elle a l'air heureuse ?» Julien ne sut quoi répondre. Elle n'avait pas l'air malheureuse, mais elle n'avait pas non plus l'air vivante. Elle semblait éteinte, comme en pause. Il décida de rester quelques jours dans la région, observant de loin, vérifiant ses allées et venues. Clara, ou Anna comme il l'appelait ici, ne parlait à presque personne. Elle participait aux ateliers, suivait les consignes, mais ne souriait jamais. Julien demanda à un spécialiste du comportement de l'accompagner pour analyser la situation. L'homme confirma son impression. La jeune fille semblait souffrir d'amnésie partielle ou de dissociation. Elle avait des gestes mécaniques, répétitifs, comme si elle exécutait un rôle, mais ne le vivait pas. Le moment d'agir approchait. Julien savait qu'il ne pouvait pas simplement entrer et lui dire « Je suis ton père ». Cela ne servirait à rien. Elle le rejetterait. Il fallait un déclencheur, une preuve émotionnelle, directe,
qui ne s'expliquait pas rationnellement. Il pensa immédiatement au carnet de dessin retrouvé à Séguret, mais aussi à celui de la maison abandonnée en Corse. Il prit contact avec Élise et lui demanda de venir. Elle accepta à condition que cela n'aggrave pas la situation. Elle arriva 2 jours plus tard, discrètement, accompagnée d'une éducatrice du foyer. Julien lui montra la maison à distance. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Élise allait entrer comme nouvelle participante d'un atelier artistique grâce à un contact de Julien dans le conseil régional qui parvint à créer une passerelle temporaire. Son objectif était simple, approcher Clara sans brusquerie, rétablir le lien et surtout lui remettre l'un des carnets. Le jour venu, Élise entra dans le centre avec calme. Julien, dissimulé plus loin, observait avec des jumelles. Lorsque les 2 jeunes filles se retrouvèrent dans la même pièce, il vit Clara tressaillir. Elle la reconnut. Pas totalement, peut-être, mais suffisamment pour que le doute surgisse. Élise s'assit près d'elle, sans parler. Elle ouvrit le carnet, tourna quelques pages, s'arrêta sur un dessin représentant une scène de leur séjour à Séguret. Clara le fixa longuement, puis, lentement, elle leva les yeux. Julien sentit le souffle lui manquer. Quelque chose venait de s'ouvrir. Ce n'était pas encore le souvenir, mais c'était la première fissure. Il savait que le reste dépendrait du temps, de la patience et de l'amour. Mais il avait retrouvé Clara. Elle était là, pas encore complètement elle-même, mais vivante. Et ça suffisait, pour le moment. Julien resta encore plusieurs jours dans le sud de la Corse sans faire de bruit, observant de loin les mouvements de Clara, les interactions qu'elle avait avec les autres, les rares moments où un fragment de ce qu'elle avait été autrefois semblait effleurer son visage. Elle se montrait de plus en plus perturbée depuis l'arrivée d'Élise, comme si la présence de la jeune fille activait une partie d'elle-même qui avait été mise sous silence depuis longtemps. Mais cette agitation n'échappa pas au personnel de l'institution. Le directeur demanda à rencontrer Élise, et les questions se firent plus pressantes. Sentant que le masque allait tomber, Julien décida qu'il était temps d'agir. Il organisa une réunion avec Camille et l'un de ses avocats à Ajaccio. Les preuves qu'il avait réunies jusqu'ici, dessins, témoignages, transferts bancaires, faux noms utilisés par le couple et l'analyse comportementale de Clara, furent réunies dans un dossier complet. L'objectif n'était pas d'accuser l'association, mais de provoquer un contrôle formel, légal, qui forcerait la réapparition de documents officiels et surtout la vérification de l'identité réelle de la jeune fille. Julien savait qu'il marchait sur une ligne fine. Trop de précipitation pourrait entraîner le repli du couple et la fuite de Clara vers une destination inconnue. Trop de prudence, et il risquait de perdre l'unique chance de la récupérer. Camille obtint un mandat temporaire d'enquête administrative sur l'organisation sous prétexte de vérifier la régularité des actions menées auprès des mineurs. L'autorité locale donna 48 heures pour préparer la visite. Julien, entre-temps, mit en place une surveillance discrète. Il embaucha un ancien gendarme local pour surveiller les accès à la maison et noter les déplacements nocturnes. Il ne voulait pas que Clara lui échappe au dernier moment. Dans la soirée qui suivit la mise en place du plan, Julien reçut un appel de l'ancien gendarme. Une voiture était partie du centre très tard, avec à son bord le couple et une adolescente. Aucun bagage visible, mais leur comportement semblait nerveux. Julien bondit de sa chaise. Il sauta dans sa voiture, avertit Camille, puis suivit la direction donnée, vers la côte ouest, en direction de Propriano. Il roula plus de 2 heures dans le noir, les mains crispées sur le volant, l'esprit brûlant. La panique le frôlait, mais il refusait de lui céder. Il se disait que s'il fuyait, c'est qu'il savait. Et s'il savait, c'est qu'il n'était plus aussi protégé qu'avant. Une erreur de leur part pouvait désormais être exploitée. Qu'il rattrapa finalement leur voiture à une station-service isolée. Il la reconnut immédiatement. Il coupa ses phares, se gara à distance et observa. Le couple était à l'intérieur du magasin. Clara restait assise dans la voiture, tête baissée. Julien descendit lentement de son véhicule. Il s'approcha sans bruit. À quelques mètres de la portière, il s'arrêta, tremblant. Il avait tant rêvé de ce moment, imaginé tant de fois cette rencontre. Mais à cet instant, rien n'était comme prévu. Elle ne l'avait pas encore vu. Il se posta légèrement à droite dans son champ de vision. Lentement, elle releva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Pas de reconnaissance immédiate, rien de spectaculaire. Juste une fixation, une hésitation.
comme si son cerveau savait que quelque chose était là, sans pouvoir encore le nommer. Julien murmura « Clara ». Elle ne bougea pas. Elle semblait figée. Puis, d'un coup, elle tourna la tête et fixa le vide. Les deux adultes revinrent, surpris de voir quelqu'un près de la voiture. L'homme se plaça devant Clara tandis que la femme s'interposa. « Vous n'avez rien à faire ici », dit-elle sèchement. Julien ne répondit pas. Il fixa Clara. « Je suis ton père ». Le mot flotta un moment dans l'air, suspendu comme une lame. Le silence fut brutal. La femme attrapa la main de la jeune fille, mais cette dernière ne la suivit pas. Julien s'approcha encore d'un pas. « Tu t'appelles Clara Morel. Tu es née à Paris. Tu avais un chien nommé Gaston. Tu faisais des bracelets comme celui-ci, dit-il en sortant le modèle retrouvé au cimetière. Celui-là, c'est toi qui l'as fait, et moi je l'ai gardé pendant 10 ans. Tous les jours. » Elle regarda le bracelet. Les couleurs, la texture. Ses doigts bougèrent, presque imperceptiblement. Puis ses lèvres s'ouvrirent à peine. Gaston, c'était un souffle, un soupir de mémoire. La femme s'avança brutalement, cria qu'il devait s'en aller, qu'il violait l'espace d'une mineure sous protection. Julien ne répondit pas. Clara se mit à trembler. L'homme fit un geste brusque, mais Julien recula. Une voiture de la gendarmerie arriva sur les lieux. Camille en descendit avec 2 agents. L'ordre avait été donné. Vérification d'identité immédiate. Le couple protesta, tenta de faire valoir un faux certificat de tutelle. Mais tout s'écroula en quelques minutes. Clara fut conduite à part, dans un autre véhicule. Julien ne la suivit pas. Il attendit. Il regarda les portes se fermer, les gyrophares s'allumer et les silhouettes s'éloigner. Il resta seul, dans cette station-service vide, avec le bruit du vent et des souvenirs. Tout n'était pas résolu. Clara ne l'avait pas reconnu clairement. Elle n'était pas revenue à lui, mais elle avait murmuré le nom de son chien. Elle avait regardé le bracelet, et elle était restée là quand elle aurait pu fuir. Julien comprit que la traque était finie. Il n'avait plus besoin de courir, de suivre, de traquer les ombres. Le reste, désormais, se ferait à un autre rythme, plus lent, plus fragile, mais réel. Pour la première fois depuis 2 ans, il n'était plus un homme en quête d'un fantôme. Il était un père devant une porte entr'ouverte, et il comptait bien ne pas la refermer. Clara fut emmenée sous la protection des autorités locales dans un centre médico-social temporaire, sécurisé et neutre, le temps de vérifier son identité et d'évaluer son état psychologique. Julien, bien que présent dans la région, ne fut pas autorisé à la voir immédiatement. Il comprenait la nécessité de la procédure, mais chaque heure d'attente le rongeait un peu plus. Camille restait à ses côtés, jouant l'intermédiaire entre lui et les agents en charge du dossier. Elle savait que l'équilibre était fragile. Trop de pression pouvait rompre l'élan de mémoire que Clara avait commencé à manifester, mais trop d'attente risquait aussi de creuser une distance supplémentaire entre eux. Durant les premières heures d'observation, Clara ne parla presque pas. Elle ne posait aucune question, répondait de façon neutre, souvent par des mots brefs, parfois même par de simples gestes de tête. Les soignants comprirent vite qu'elle avait été entraînée à se taire, à ne pas poser de questions, à filtrer ses émotions. Elle n'opposait pas de résistance, mais elle ne semblait pas non plus comprendre ce qui se passait réellement. Le nom de Julien ne provoquait pas de réaction immédiate. Le mot « père » semblait flotter autour d'elle sans parvenir à la toucher. Mais quelque chose, néanmoins, l'intriguait. Une tension invisible que l'équipe sur place ressentit très vite. Au bout de 48 heures, un agent du service de protection de l'enfance autorisa un premier contact indirect. Julien put lui envoyer une lettre manuscrite accompagnée de quelques objets soigneusement choisis. Il y mit la photo de Clara à 8 ans, souriant avec Gaston dans le jardin de la maison de campagne. Il y glissa aussi un dessin de leur cabane d'été qu'elle avait fait un jour et qu'il avait conservé. Et enfin, il ajouta un extrait de son carnet, celui où elle dessinait en silence des scènes de son passé lorsqu'elle vivait sous le nom d'Anna. Il savait que ces images formaient un langage que même la parole n'aurait pu transmettre. La lettre ne fut pas lue immédiatement, mais une infirmière remarqua que Clara, sans l'ouvrir d'abord, restait de longs moments à la tenir dans ses mains. Elle effleurait les coins du papier, comme si elle cherchait à ressentir l'intention à travers la matière. Lorsqu'elle se décida enfin à la lire, elle le fit seule, assise au bord d'un lit. Personne ne put voir sa réaction, mais après cela, elle demanda à revoir Élise.
La jeune fille fut acheminée jusqu'au centre dès le lendemain, accompagnée de la directrice du foyer. La rencontre fut brève, silencieuse, mais bouleversante. Élise entra, s'assit face à Clara et sortit lentement le vieux carnet qu'elle avait toujours gardé. Elle ne dit rien. Elle ouvrit une page marquée, celle du dessin représentant Clara enfant, une tresse dans les cheveux tenant un lapin en peluche. Clara baissa les yeux. Une longue minute s'écoula, puis elle tendit la main. Ses doigts frôlèrent le dessin, s'arrêtèrent sur le visage. Et ce fut alors que quelque chose sembla se briser. « Je connais ça, dit-elle. Je crois que je me souviens. » Ce fut une phrase encore fragile, incertaine, mais elle ouvrit un flot contenu. Les souvenirs revinrent par vagues, parfois confus, parfois clairs. Des fragments d'enfance, des odeurs, des sons, des phrases de Julien, des scènes de la maison, des vacances, de l'école. Le nom Clara commença à lui parler. Le mot ne lui semblait plus étranger. Elle le répéta plusieurs fois, doucement, comme un mot qu'on essaie de réapprivoiser. Le lendemain, elle accepta de rencontrer Julien. La salle était neutre, claire, apaisante. Il entra avec lenteur, le regard rivé au sol jusqu'à ce qu'il soit face à elle. Clara le regarda sans sourire, sans larmes, mais avec une intensité troublante. Julien ne dit rien d'abord. Il posa sur la table un cadre contenant une photo d'elle bébé dans ses bras, puis un petit ourson en tissu qu'elle avait autrefois gardé sous son oreiller. « Je n'attends pas que tu te souviennes de moi maintenant, dit-il. Je veux juste que tu saches que je suis resté là, tous les jours, et que je ne suis pas venu pour que tu reviennes à ta vie d'avant, mais pour qu'on reconstruise ensemble, si tu veux. » Clara l'écouta. Ses mains tremblaient légèrement. Elle fixa le cadre. Puis, d'un geste lent, elle le tourna vers elle. Elle fixa la photo longuement. Elle ne dit rien, mais lorsqu'il se leva pour partir, elle prononça une phrase presque à voix basse. « Tu avais une écharpe bleue ce jour-là. » Julien se retourna brusquement. C'était vrai. Le jour de la photo, il portait une écharpe bleue qu'elle aimait tirer en jouant. Elle s'en souvenait. Les jours suivants furent rythmés par des séances avec des psychologues spécialisés, mais surtout par des rencontres régulières entre Julien et Clara. Ils ne se parlaient pas encore comme un père et une fille, mais une forme de reconnaissance commençait à naître. Julien prenait soin de ne rien forcer, ne jamais faire allusion au temps perdu, ni à ce qu'elle avait vécu en captivité. Il lui racontait des souvenirs, lui montrait des objets, mais toujours avec précaution, laissant Clara réagir à son rythme. Élise resta quelques jours de plus, à la demande de Clara elle-même. La jeune fille jouait un rôle de médiatrice naturelle, un pont entre deux mondes que tout opposait. Elle accompagnait Clara lors des promenades dans le jardin du centre, lui racontait des anecdotes, parfois sans rapport avec leur histoire, juste pour remplir l'espace de vie. Leur complicité devint essentielle au processus de réintégration, et Julien en fut profondément reconnaissant. Au fil des semaines, les souvenirs se firent plus nets. Clara parla de plus en plus. Elle évoqua la mère, l'accident, la confusion, puis le silence imposé, la peur, les nouvelles règles. Elle expliqua qu'elle avait fini par croire qu'elle était une autre, parce que c'était plus facile que de douter en permanence. On lui avait dit qu'elle avait été abandonnée, qu'elle avait été trouvée, recueillie, sauvée. Mais les rêves avaient de persister, les images, les noms. Elle avait juste appris à ne plus les dire à voix haute. Julien écoutait tout, sans jamais interrompre. Parfois, il pleurait en silence, mais il restait fort. Il savait que le chemin serait long. Mais il n'était plus seul. Clara n'était plus seule, et Élise non plus. Une décision judiciaire fut rendue peu après. La garde de Clara fut officiellement rendue à Julien, sous condition de suivi thérapeutique régulier. Le couple qui l'avait retenu fut poursuivi pour enlèvement et abus de faiblesse. Ils ne résistèrent pas longtemps à l'enquête, les preuves s'empilant contre eux, mais Julien, lui, refusa de se concentrer sur leur sort. Son énergie était ailleurs, tournée vers la reconstruction, la douceur, la patience. Le lien avec Clara, bien qu'encore fragile, se réaffirmait jour après jour. Et dans cette lente reconnexion, quelque chose de plus fort que le sang ou la mémoire semblait naître. Une volonté partagée de redevenir, ensemble, une famille. Le retour de Clara à Paris ne fut ni grandiose ni célébré. Julien avait expressément refusé toute médiatisation. Il voulait protéger ce processus fragile, cette reconstitution intime qui ne tenait encore qu'à des fils de mémoire et de patience. Clara voyagea en silence, accompagnée d'un psychologue de l'équipe médico-sociale d'Élise et de Julien.
Ils prirent le train plutôt que l'avion. Le trajet fut long, ponctué de silence et de regards incertains, mais jamais hostiles. Clara observait le paysage défiler avec une intensité nouvelle, comme si chaque arbre, chaque clocher, chaque village traversé activait des strates de souvenirs endormis. Élise, assise à côté d'elle, ne parlait pas beaucoup non plus. Parfois, elle lui tendait une feuille et un crayon. Clara dessinait sans commenter. À leur arrivée à Paris, ils furent conduits à l'appartement de Julien, un grand espace sobrement décoré, que Clara semblait reconnaître sans pouvoir immédiatement en formuler la raison. Elle s'arrêta longuement devant une photographie accrochée au mur, représentant elle et sa mère sur une plage, un jour d'été. Julien la vit s'approcher, poser doucement les doigts sur le cadre, puis détourner les yeux. Les premiers jours furent organisés autour d'une routine douce, sans obligation rigide. Clara disposait de son propre espace, une chambre lumineuse, encore partiellement meublée comme une chambre d'enfant, mais désormais aménagée avec soin pour correspondre à ses besoins actuels. Julien y avait ajouté quelques objets retrouvés dans la maison de campagne, une boîte à musique, des livres d'histoire qu'il lui lisait autrefois, une peluche usée mais précieusement conservée. Le contact entre eux restait mesuré. Julien lui proposait régulièrement des activités. Cuisiner ensemble, marcher dans le parc Monceau, regarder de vieux dessins animés qu'elle aimait autrefois. Elle acceptait parfois, refusait d'autres fois, mais jamais avec hostilité. Plutôt avec une réserve qu'il respectait. Il savait que forcer une émotion, c'était risquer de la figer. Il lui parlait de sa mère, décédée quelques années après l'accident, de leur maison de vacances, des souvenirs heureux, qu'il racontait sans insister, comme s'il semait des graines qu'elle choisirait peut-être un jour de faire germer. Clara, de son côté, écrivait. Elle noircissait des carnets entiers. Parfois, elle les laissait ouverts sur son bureau, volontairement ou non. Julien y découvrait des listes de mots, des prénoms, des lieux. Elle tentait de reconstruire elle-même sa mémoire, à sa façon, par le langage, les images, les sensations. Elle évoquait des rêves récurrents. Un chien qui courait dans un champ, une voix féminine qui chantait une berceuse, un banc dans un cimetière. Julien reconnaissait dans ces fragments des morceaux de leur vie passée. Il ne la corrigeait jamais. Il la laissait associer librement. Élise restait présente, hébergée temporairement par Julien dans une chambre voisine. Elle continuait d'être ce lien invisible entre Clara et le monde. Elle la aidait à faire les courses, à choisir les vêtements. Elle expliquait les nouvelles habitudes de la ville, les changements du monde extérieur. Elle ne posait pas de questions indiscrètes, ne cherchait pas à tirer des confidences. Sa seule présence suffisait à sécuriser Clara, à lui rappeler qu'elle n'était pas un cas à traiter, mais une personne entourée, reconnue, accueillie. Julien prit aussi des décisions importantes. Il fit une demande officielle pour devenir le tuteur légal d'Élise, avec l'accord du foyer et des services sociaux. La procédure allait prendre du temps, mais elle était en cours. Il avait compris que cet enfant, qui avait fait le lien entre l'absence et la vérité, était désormais inséparable de leur avenir. Elle n'était pas un accessoire dans cette histoire. Elle en était le déclencheur, et maintenant une partie de sa réécriture. Dans les semaines suivantes, Clara recommença à sortir seule. De courtes promenades d'abord, puis des trajets plus longs. Elle découvrait Paris comme si elle y avait vécu dans une autre vie, ce qui était presque littéralement le cas. Un jour, elle demanda à aller à Montmartre. Julien l'y accompagna en silence. Ils traversèrent les allées du cimetière. Clara semblait chercher quelque chose, puis elle s'arrêta devant une tombe, celle que Julien avait fait graver à son nom, 2 ans plus tôt. Elle resta de longues minutes devant la pierre. Julien ne dit rien. Elle se pencha, effleura les lettres de ses doigts, puis murmura « Elle n'est plus moi, mais je crois qu'elle m'a protégé. » Ce fut un moment étrange, suspendu. Un adieu à une identité qui lui avait été imposée, un aveu de reconnaissance envers celle qu'elle avait dû devenir pour survivre. Julien sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il les ravala. Clara se retourna, lui prit la main, sans mots. À partir de ce jour, les choses commencèrent à changer. Elle s'ouvrit davantage. Elle raconta les trajets, les noms d'emprunts, les discours qu'on lui répétait. Comment on lui avait dit qu'elle avait été oubliée, abandonnée. Comment elle avait appris à ne plus se poser de questions. Comment chaque fois qu'un souvenir surgissait, elle l'enfouissait plus profond. Et comment parfois, malgré tout, une couleur, une odeur, une voix réveillait en elle quelque chose d'ancien. Elle ne savait pas toujours comment le nommer,
mais elle le ressentait. Julien l'écoutait, notait, mémorisait. Il voulait se souvenir de chaque étape de ce retour, non pour les revivre, mais pour ne jamais les oublier. Il se disait que le pardon viendrait peut-être un jour, le pardon pour ceux qui l'avaient reprise, le pardon pour lui-même aussi, pour ne pas avoir vu plus tôt, pour avoir accepté trop vite une vérité bancale. Mais pour l'heure, ils se concentraient sur le présent. Ils commencèrent à parler de projets, pas de grands plans, pas d'avenir lointain. Des petites choses, visiter la maison de campagne, reprendre des cours de dessin, rencontrer des gens en dehors du cadre médical. Clara n'avait pas encore repris son nom sur les papiers. Elle oscillait entre deux mondes, mais elle faisait un pas après l'autre. Elle le faisait pour elle, et peut-être aussi pour Élise qui restait à ses côtés comme un repère discret. Et Julien, lui, ne précipitait rien. Il n'avait plus besoin de courir. Il avait retrouvé ce qui comptait. Non pas l'image exacte de la fille qu'il avait perdue, mais une personne en reconstruction, libre de redevenir elle-même à sa façon, sans contrainte, sans rôle à jouer. Et dans ce processus, il avait compris que l'amour, le vrai, ne cherche pas à ramener l'autre au passé, mais à lui offrir un présent assez solide pour y inscrire l'avenir. La maison de campagne, fermée depuis plus de 2 ans, avait été réouverte sans tambour ni trompette. Julien l'avait fait nettoyer en toute discrétion, remis l'eau et l'électricité, demandé à un jardinier local de débroussailler les alentours. Il n'avait rien changé de fondamental. Les meubles étaient restés en place, les objets aussi. Il voulait que Clara retrouve le lieu tel qu'elle l'avait connu, ou du moins qu'elle puisse en reconnaître l'empreinte. Lorsqu'il lui proposa d'y aller, elle hésita. Puis, après quelques jours de silence, elle accepta. Ils partirent un samedi matin avec Élise. Le trajet fut ponctué de longues pauses, de morceaux de musique choisis par Clara, de quelques mots échangés sans contrainte. L'ambiance était calme, presque familière. En arrivant, Clara resta un long moment sur le seuil, sans entrer. Elle regarda les pierres, les volets, le chemin qu'elle avait autrefois parcouru en courant. Puis elle poussa la porte. L'intérieur sentait encore le bois ciré et la poussière fraîchement chassée. Les cadres n'avaient pas bougé. Les marques au mur, celles qu'elle avait faites enfant en mesurant sa taille chaque année, étaient toujours là. Elle passa sa main dessus, doucement. Dans la cuisine, une vieille radio qu'elle aimait écouter pendant que Julien préparait le petit déjeuner fonctionnait encore. Il l'alluma. Une station locale diffusait une chanson douce. Clara ferma les yeux. Élise ouvrit les fenêtres, fit entrer l'air. Julien, lui, s'effaçait. Il laissait Clara redécouvrir le lieu, pièce par pièce, rythme par rythme. À un moment, elle entra dans le salon et vit sur une étagère un carnet à spirale, resté là depuis des années. Elle le reconnut sans savoir pourquoi. Elle l'ouvrit. Des dessins d'elle, réalisés par Julien, maladroit, mais tendre. Elle sourit. C'était la première fois que Julien la voyait sourire depuis son retour. Le week-end se déroula en douceur. Ils cuisinèrent ensemble, firent le tour du jardin, redécouvrirent les sentiers qu'elle prenait avec son vélo, parlèrent peu, mais suffisamment pour que le silence ne soit plus une barrière. Un soir, autour du feu, Clara dit simplement « Je crois que je suis prête à redevenir Clara ». Julien sentit un nœud se délier dans sa gorge. Il ne répondit pas. Il posa simplement une couverture sur ses épaules et resta à ses côtés. Le lendemain, elle demanda à revoir ses papiers d'identité, ceux qu'il avait conservés. Elle les regarda longuement. Elle traça du doigt les lettres de son nom. Puis elle ajouta « Ce n'est pas que je n'étais pas moi, c'est que j'étais incomplète ». Les semaines qui suivirent consolidèrent ce mouvement. Clara reprit son nom officiellement. Elle commença une thérapie plus approfondie, mais cette fois-ci volontaire. Elle rencontra d'anciens amis d'enfance, certains surpris, d'autres profondément émus. Julien avait informé chacun avec tact, préparé le terrain. Certains liens reprirent, d'autres non. Mais ce n'était pas grave. Clara choisissait à nouveau. Elle ne parla plus jamais du couple qui l'avait retenu. Elle décida que leur influence s'arrêtait au silence. Elle leur refusait le pouvoir de colorer ses souvenirs. Julien respecta ce choix. Le procès suivit son cours, mais à distance. Les condamnations furent prononcées, les responsabilités établies. Mais ni Clara, ni Élise, ni Julien n'y assistèrent. Ils étaient ailleurs, occupés à reconstruire. Julien officialisa l'adoption d'Élise quelques mois plus tard. Les démarches furent longues, parfois administrativement absurdes, mais il tint bon. L'idée n'était pas de lui offrir une dette ou une reconnaissance figée.
C'était de lui dire, sans mots, que sa place n'était pas provisoire. Qu'elle n'était pas une survivante périphérique à une autre histoire, mais un membre essentiel d'une famille nouvelle. Dans l'appartement parisien, une nouvelle routine s'installa. Clara reprit des études, d'abord à distance, puis en présentiel. Elle choisit les arts plastiques, avec une spécialisation en illustration narrative. Ses dessins, longtemps thérapeutiques, devenaient un langage. Julien conserva chacun de ses carnets. Élise, elle, se passionna pour la botanique. Elle installa un petit jardin sur le balcon, y cultiva des herbes, des fleurs et parfois des silences partagés. Les repas étaient simples, souvent improvisés. On parlait de tout, parfois de rien, mais toujours dans un climat de respect mutuel. Il n'y avait pas de grandes déclarations, pas de scènes de cinéma, juste des gestes, des présences. Julien, peu à peu, redevenait un homme de chair et non un monument de douleur. Il réintégra partiellement ses affaires, sans en faire une obsession. Il comprit que le sens de la réussite n'était plus dans les chiffres, mais dans les visages autour de la table. Un jour, Clara proposa d'écrire leur histoire, pas pour la publier, mais pour la raconter, à leur manière. Elle voulait qu'Élise en soit co-autrice. Julien accepta, à condition que ce soit à leur rythme. Elles commencèrent à collecter les fragments, lettres, dessins, extraits de journaux, enregistrements. L'idée n'était pas de figer la douleur, mais de témoigner d'un chemin. Non pas un miracle ni une revanche, mais une traversée. Et dans cette traversée, elles décidèrent de ne pas effacer le passé, mais de le mettre à sa juste place. Le bracelet retrouvé au cimetière fut encadré et suspendu dans le couloir, entre les chambres. Non pas comme un trophée, mais comme un point de départ. Le début d'un fil que personne n'aurait imaginé tirer. Un jour d'automne, entre des feuilles mortes et une tombe silencieuse. La vie reprit. Pas comme avant. Pas comme on l'aurait souhaité, mais comme elle devait. Avec ses nuances, ses jours bons et ses jours vides. Mais avec un socle, un foyer, un présent. Et pour Julien, cela suffisait. Parce qu'au fond, tout avait commencé le jour où une voix d'enfant avait osé crier une vérité insupportable dans un lieu de silence. Et tout avait changé parce qu'il avait choisi de l'écouter,